Et voilà. Comme mes outils de travail. Voilà. Alors bonjour à tous. Je me retrouve devant la caméra pour que ceux qui sont en ligne voient un peu ma tête. En l'occurrence, donc, bonjour aujourd'hui. Nous allons terminer la 4e partie donc, de l'étude des aéronefs et engins spatiaux. Alors, en faisant un 4e cours, en fait, ça fait 3 cours et demi, hein, parce qu'on a fait une demi-heure, 3 quarts d'heure lors du premier cours. On a fait 2 vrais cours, le 2e et le 3e de 2 heures sur la structure des aéronefs. Le dernier étant surtout consacré aux gouvernes et aux commandes, donc au positionnement dans les 3 axes de l'aéronef. Alors, bon, il a été fait à distance, donc je ne pourrais pas beaucoup vous montrer comment ça se passait, mais on va le voir. Et ce 4e cours, qui va durer 2 heures, va s'attacher à tout ce que l'on appelle le GNP, c'est-à-dire le groupe motopropulseur. Vous creusera la question un peu plus tard, notamment lorsqu'on traitera le chapitre de l'aérodynamique, qu'un aéronef, pour voler, eh bien, une condition sine qua non et absolument indispensable pour qu'un aéronef vole, c'est qu'il ait de la vitesse. En fait, tout ce qui avance vole, tout ce qui s'arrête tombe. Donc, il faut avoir de la vitesse. Pour avoir de la vitesse, il n'y a pas 36 solutions. Nous avons des aéronefs qui ont des moteurs. Voilà, toute une série d'aéronefs avec des moteurs, que ce soit un hélicoptère, que ce soit donc, tous les aérodynes, la plupart sont motorisés, les avions, les hélicoptères, les ULM qui soient pendulaires ou 3 axes. Mais il y a également des aéronefs, des aérodynes, en l'occurrence comme ce planeur que j'ai entre les mains, qui sont capables de voler alors qu'ils n'ont pas de moteur. Alors on verra comment eux, ils se débrouillent. Ils utilisent en fait une force qui est leur propre poids. Tous les autres ont besoin d'une source d'énergie, d'une force pour avoir de la vitesse. La force pour avoir de la vitesse, et c'est la seule chose qui va leur permettre d'avoir des forces aérodynamiques susceptibles de les faire voler. La force qui leur permet d'avoir la vitesse, elle est fournie par un moteur. Voilà. Donc, nous sommes sur le slide 95. Alors, il y a une dernière partie. Ça, c'est la 4e partie de ce cours sur la connaissance des aéronefs, donc qui termine la connaissance de la structure des aéronefs, leur composition, les différentes parties. Mais il y a une 5e partie qui s'appelle les instruments. Sauf que les instruments, si je vous en parle maintenant, vous n'allez pas comprendre grand-chose. C'est un peu le défaut de ce programme. En effet, toute la partie instruments qui vont permettre de savoir si on est en train de voler ou en train de tomber, qui vont permettre de savoir où on se trouve, qui vont permettre de savoir à quelle altitude on se trouve et dans quelle situation on se trouve à un instant donné, sans compter un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de faire ce que l'on appelle de la radionavigation, c'est-à-dire se déplacer dans l'espace, se déplacer sur le territoire, comme cette carte par exemple. Eh bien, sur cette carte qui représente les différents espaces aéronautiques, eh bien, il va falloir savoir dans quel espace on se trouve. Il va aussi être utile d'utiliser certains dispositifs qui sont d'ailleurs pas ainsi qui sont marqués sur cette carte. Bon, c'est pas évident à voir, même en ayant le nez dessus, mais ça fait partie de choses que l'on verra dans le chapitre navigation et sécurité. Donc, le chapitre sur les instruments implique d'abord de bien comprendre 2 choses. D'une part, la question de l'aérodynamique. Donc, quels sont les paramètres qui vont permettre de savoir si l'on est en vol et quand on est en vol, quelle est la position de l'aéronef et son mouvement. Eh bien, tout ceci, les instruments vont vous donner des informations précieuses là-dessus. Donc, tant qu'on n'a pas fait le chapitre aérodynamique,
ça ne sert à rien de parler des instruments parce que ce que les instruments indiquent, ça ne va rien vous dire du tout. Voilà. Donc, on va laisser tomber temporairement, on va mettre au frigo la 5e partie du cours sur les aéronefs, c'est-à-dire les instruments. On va le mettre au frigo. On va traiter dans le mois qui va venir, c'est-à-dire les 2 prochains cours donc de novembre et les 2 premières semaines de décembre. Non, je crois qu'on a 3 cours en décembre. On a 2 cours en novembre, 3 en décembre. Donc les 5 prochains cours vont être entièrement consacrés à l'aérodynamique. Ensuite, début janvier, on ouvrira peut-être le chapitre météorologie, mais très vite, on reprendra la question des instruments entre fin janvier et début février. D'accord ? Donc, il est juste reporté d'environ 2 mois, 2 mois et demi. Donc, si vous allez voir sur le Drive ce diaporama, vous allez trouver à la suite ici. Alors, dedans, il y a tout ce qui est l'histoire aussi, dedans, est mélangé, mais ce n'est pas grave. Voilà, mais vous allez trouver ici, voilà, un gros chapitre qui va s'appeler les instruments, qui est un assez gros chapitre avec 4 parties. Cette partie-là, on ne la verra pas. Donc, je reviens à la question, hop là, je reviens à la connaissance des aéronefs, les moteurs. Alors, il se trouve que le BIA est une formation qui est généraliste, certes, parce qu'on va parler de tous les types de moteurs, y compris des moteurs que vous ne serez probablement jamais appelés à utiliser, comme par exemple les moteurs fusées. Mais tous les moyens de propulsion d'un aéronef sont listés. Évidemment, le plus fréquent lorsque l'on fera une formation aéronautique, et si vous voulez démarrer un jour votre formation de pilote, eh bien, vous serez amené à utiliser les 2 premiers, c'est-à-dire un moteur à piston et son outil numéro 1 de transmission de l'énergie du moteur à l'aéronef, qui va être l'hélice. Donc, on va commencer par l'ancêtre de tous, parce que c'est par ça que ça a commencé. Ça a été le premier dispositif qui a été mis au point pour communiquer de la force propulsive et donc de la vitesse à un aéronef. Alors, l'hélice, dès le départ, a été en fait une invention qui venait du monde de la marine. C'est là qu'a été mis au point la notion d'hélice pour propulser les bateaux. Et évidemment, on a très vite pensé que c'était à peu près le même dispositif qui servirait à propulser les avions. En tout cas, les premiers aéronefs. On ne va pas encore parler tout de suite d'avions, mais en tout cas, on s'est très très vite dit que le meilleur moyen de propulser un aéronef serait une hélice. Et en effet, c'est ce qui va être fait avant même les vols des plus lourds que l'air. On verra que c'est très vite, par analogie avec le bateau, qu'on va essayer. Et puis vous avez vu, on a dit que les premiers, on n'a pas encore fait la partie histoire, mais évidemment les premiers aéronefs étaient des aérostats, à savoir des ballons. Okay, et qu'un ballon, son problème c'est que je ne peux pas le diriger. Donc lui, il ne vole pas grâce à des forces aérodynamiques, mais il vole grâce à la poussée d'Archimède, ce qu'on a vu au tout premier cours. Sauf que lui, je ne peux rien en faire parce que c'est le vent qui va décider de où je vais et à quelle vitesse j'y vais. Donc, on a assez rapidement réfléchi à la question de comment je pourrais diriger cet aéronef. Alors, on a commencé à fabriquer des ballons qui n'avaient plus tout à fait la même forme, mais qui avaient cette forme-là. On y a mis en dessous, pareil, une nacelle. Et évidemment, l'objectif étant de se diriger, on s'est dit que finalement, ça ressemblait fortement à un navire qui se déplace sur l'eau. Et on s'est dit immédiatement que la bonne solution, ça serait de faire comme sur les bateaux, c'est-à-dire j'embarque un moteur et je mets une hélice. Et là, on est dans les années 1880 et des poussières. La première tentative, elle date de bien avant. J'ai plus la date en tête. C'est un Français, là aussi, qui va construire le premier ballon dirigeable. Donc, un ballon que l'on puisse
dirigé grâce à en fait un moteur à vapeur qui était là et qui entraînait une hélice qui du coup brassait l'air et permettait d'avancer tout doucement. C'est les premiers dirigeables, on va dire vraiment, on va dire un peu élaborés et plus aptes à circuler de façon aérienne étaient des dirigeables développés par un monsieur qui s'appelait Santos Dumont, là aussi en France, à Saint-Cloud d'abord, puis à Meudon, à côté de Paris, dans l'ouest et le sud-ouest de Paris, où a été construite une gigantesque halle pour pouvoir construire et gonfler des ballons dirigeables. Et Santos Dumont va réaliser avec un de ses dirigeables un premier exploit aéronautique qui va consister à partir de Meudon, à faire le tour de la Tour Eiffel et à revenir. Donc il a démontré qu'on pouvait, avec un plus léger que l'air, se déplacer suivant une route prévue à l'avance. Voilà. Eh bien, évidemment, c'est l'hélice qui a été le cœur de cette solution. Alors évidemment, va arriver à la toute fin du 19e siècle, parce que ça a été inventé en 1886, le moteur à combustion interne, moteur à explosion, moteur à piston, on va en parler tout de suite après, donc utilisant non plus la vapeur avec une chaudière, mais utilisant un carburant comme l'essence, donc le moteur à piston, celui que vous avez sur vos voitures, vos mobylettes, vos motos, etc., celui qu'on a à bord de nos petits avions. Moteur à piston qui va évidemment simplifier les choses parce qu'il va peser 10 fois moins lourd, il va être 10 fois plus puissant et on va commencer à faire des dirigeables vraiment très performants à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et évidemment, ceux qui vont commencer à essayer d'imaginer non plus un ballon, donc un aérostat, mais un aérodyne, c'est-à-dire ce que va devenir l'avion, comme les Fairlight, eh bien, ils vont installer un petit moteur à essence, avec évidemment une hélice. Alors, les hélices, je vous rappelle que je mets aussi dans le poly, en bleu, toutes les terminologies anglaises, hein, pour ceux qui ont pris l'option anglaise. Vous avez donc une hélice est composée en fait d'un moyeu et de pales. Elle peut avoir un nombre de plus en plus élevé de pales. Au départ, la plupart des hélices étaient bipales, donc 2 pales parfaitement symétriques, comme on les voit. Est-ce que j'ai une illustration ici? Voilà, voilà une hélice bipale. Voilà une hélice tripale, quadripale. Sur l'A400M, dont vous voyez ici la vue d'un des moteurs de l'A400M, il y a carrément 10 pales. Il faut vous dire que là, derrière, il y a une turbine qui fait 10 000 chevaux. Donc, évidemment, la puissance est telle qu'il faut trouver le moyen de répercuter cette puissance sous forme de portance. Là, ici, 2 hélices qui sont l'une derrière l'autre et qui sont contrarotatives, à chacune 8 pales. Donc là, vous avez 16 pales, 8 qui tournent dans ce sens et derrière 8 autres qui tournent dans l'autre sens. L'intérêt des hélices contrarotatives, c'est qu'elles évitent le couple torseur. On en reparlera tout à l'heure. Alors, il peut y avoir donc un grand nombre de pales sur les petits avions légers de tourisme, les avions écoles, les avions tels que nous les avons ici dans ce hangar. Quasiment tous ont des hélices bipales et on voit se développer, alors sur des avions un tout petit peu plus puissants, plus gros, on peut avoir des hélices tripales. On va jusqu'à éventuellement quadri ou quintuple pales, mais il y a rarement plus. Déjà, les quadripales, ça pose plein de problèmes, mais on est amené parfois à mettre des hélices quadripales parce qu'elles sont moins bruyantes que les hélices bipales. Curieusement, plus il y a de pales, moins ça fait de bruit. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité, c'est parce que en rajoutant des pales, on peut faire des pales moins longues tout en obtenant la même efficacité. Comme elles sont moins longues, l'extrémité de la pale va moins vite et donc elle fait moins de bruit.
Alors, la forme des pales est très variable et leurs matériaux, historiquement, les hélices étaient en bois. Toutes les hélices ont été en bois pendant très longtemps. Jusque, on va dire, dans les années 30. On ne faisait pas d'hélices en métal parce qu'on ne savait pas faire du métal suffisamment résistant aux vibrations et aux fissures. On a commencé à pouvoir fabriquer des hélices en métal fiables que dans les années 30. Et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, la quasi-totalité des hélices de tous les avions performants étaient des hélices métalliques. Alors, il faut savoir que le métal, alors selon les cas, alors c'est pas de l'acier en général, c'est un alliage d'aluminium, c'est du duralumin. Le métal est nettement moins bon que le bois. Ça vous paraît bizarre, mais le métal, c'est un matériau qui n'est pas génial. Il n'est pas génial parce que il est très mauvais, capable d'absorber la vibration. Les vibrations lui font beaucoup de mal. Attends, il faut que je fasse un truc. Ah oui, pour ceux qui sont à distance, hein, si jamais il y a un problème d'image ou de micro, vous le dites. OK? Vous le signalez, de façon à ce que j'intervienne. Le métal est un très mauvais matériau, curieusement. Alors, il a l'avantage de permettre de faire des pales très grandes et évidemment très résistantes. Mais il a plusieurs inconvénients. Il n'est pas très résistant à la vibration. Les vibrations vont abîmer le métal. Au bout d'un certain temps, il va se produire ce qu'on appelle des criques, c'est-à-dire des fissures. Et deuxièmement, le métal fatigue. C'est-à-dire que le métal a une certaine souplesse, mais quand on tord et détord le métal régulièrement, il fatigue. Donc, les hélices métalliques ont un potentiel. Au bout d'un certain nombre d'heures ou d'un certain nombre d'années, on les met à la poubelle, parce que sinon, elles cassent. C'est quand même un peu gênant. Quand une hélice casse, ce n'est pas un très très bon programme. Contrairement au bois, alors le bois est évidemment moins résistant. On ne va pas pouvoir faire des hélices de très grande taille ou raccordées à des moteurs très puissants. On va être un peu limité au niveau puissance, mais il a l'énorme avantage d'être un matériau souple qui ne se déforme pas, contrairement au métal. Le métal, une fois que vous l'avez déformé, ben, il reste déformé. Et il résiste très très bien à la flexion et aux vibrations. Les hélices en bois sont vraiment des hélices de très bonne qualité pour les petits moteurs et les faibles puissances. Alors aujourd'hui, on développe des hélices en matériaux composites, c'est-à-dire soit de la fibre de verre polyester, soit carbone polyester, Kevlar polyester, multicouches, alors qui ont l'avantage d'être plus solides que le bois et plus légères. Elles absorbent des puissances beaucoup plus grandes et elles ont un autre avantage, c'est qu'elles ne fatiguent pas. Il n'y a pas de cric, il n'y a pas de phénomène de fissure. Alors voilà les exemples que je vous ai déjà montrés de différents types d'hélices. Cette hélice est non seulement bipale, mais vous voyez, elle est en bois. Elle est en bois et sur les bords d'attaque de l'hélice, cette hélice, elle tourne dans ce sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vue de l'extérieur, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, vue du pilote. Vue du pilote, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le cas de la quasi-intégralité et la totalité des moteurs américains, français, etc. Les moteurs russes tournent dans l'autre sens. Évidemment, sur les bords d'attaque, pour protéger une hélice en bois, le bois a quand même un petit inconvénient, c'est que c'est un matériau tendre. Donc, si jamais il y a un caillou qui tape, ben évidemment, ça va faire un ion dedans. Donc, on va lui mettre un renfort en métal, ici, sur le bord d'attaque. On va juste remettre un renfort métallique sur le bord d'attaque. Ça, c'est une hélice métallique. Ça, c'est d'ailleurs un Canadair. Ça, c'est une hélice métallique, un P51D Mustang. Voilà, donc, voilà, ça, c'est une des plus grandes hélices qui ait jamais été fabriquée sur cet appareil.
Bon, il faut avouer que derrière, il y avait un moteur qui faisait pas loin de 2000 chevaux, selon les versions, entre 1800 et 2000 et 2200 chevaux. L'hélice, là, elle fait plus de 4 mètres de diamètre. Évidemment, il faut une résistance énorme ici à la base du fait de l'effet de levier sur cette hélice. Donc, c'était des hélices métalliques. Ça, ce sont des hélices contrarotatives. Je ne sais pas de quel appareil c'est. Alors, une hélice, vous en avez d'ailleurs une qui est accrochée ici au-dessus de vos têtes. Voici une hélice en bois. Enfin, une hélice en... Non, ça c'est une hélice en métal. Voilà. Ça, c'est une hélice métallique qui vient probablement soit d'un PR28 ou équivalent, voilà, d'un Piper. Évidemment, cette hélice, elle a subi quelques petits soucis. Parce que manifestement, soit c'est un pilote qui s'est posé avec un appareil à train rentrant sans sortir le train d'atterrissage, ou alors il a fait ce qu'on appelle un pylône, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, la roulette avant a décidé de démissionner et l'hélice a tapé dans le sol. Donc quand le train avant de l'appareil se casse, évidemment l'hélice va taper dans le sol, donc vous voyez que les extrémités de l'hélice ont pris elles ont pris cher. Elle a tapé dans le sol, donc elles ont été tordues. Voilà pourquoi cette hélice ne sera jamais réparée et jamais remontée sur aucun avion. Alors vous voyez bien que l'hélice n'a pas la même forme à la base et à l'extrémité. L'hélice va avoir un profil progressivement de plus en plus incliné au fur et à mesure qu'on va aller vers l'extrémité. Okay. Au départ, elle est pratiquement perpendiculaire à l'axe de rotation, au moyeu, et petit à petit, plus vous allez vers l'extrémité, plus elle est courbée. Plus son angle d'incidence devient faible, de l'inverse. Et ici, l'angle d'incidence est très fort, et là, petit à petit, elle se rapproche de la perpendiculaire du moyeu. Alors, c'est pour une raison assez simple, que l'on comprendra encore mieux au moment de l'aérodynamique. Ici, vous avez une vitesse de rotation faible. La vitesse angulaire est la même autour du moyeu, mais le chemin parcouru par la base de la pale est faible. Donc, en une seconde, admettons, sachant que la vitesse de rotation des hélices, que l'on note RPM, je vais peut-être le mettre à côté là-bas, ça sera mieux. Voilà. La vitesse de rotation d'une hélice sur un avion de tourisme classique, donc la vitesse angulaire, elle est en général en croisière de 2500 rounds per minute, tours par minute. Okay. 2500 tours minute, ça veut dire qu'il fait à peu près un tour en 1,4 secondes. Alors 4 fois 2500, 1000, 2500 plus 1000, 3500, ça fait à peu près 3600 secondes. Autrement dit, en 1,4 secondes, ici, la base de la pale va faire un petit chemin. Alors que l'extrémité de la pale va faire un très grand chemin. Autrement dit, la vitesse par rapport à l'air de la base de la pale est faible, alors que la vitesse par rapport à l'air de l'extrémité de la pale est forte. Ici, on a une petite vitesse. Ici, on a une très grande vitesse. Et c'est ce qui va limiter la vitesse de rotation de l'hélice. Pourquoi? Parce qu'avec une hélice d'environ, on va mettre 76 pouces. 76 pouces, grosso modo, la pale fait à peu près 1 mètre. Pas tout à fait, mais bon, on va arrondir. Ici, 1 mètre, ça veut dire 1 mètre de rayon. C'est-à-dire 2 mètres de diamètre. 2 mètres
en 1,4 secondes. Ça nous fait donc du 1,5. Pardon. 2 mètres de diamètre, ça fait à peu près 6 mètres de circonférence. Il va donc faire 6 mètres en 1,4 secondes. Donc, on est à environ, ici, de vitesse linéaire. C'est bizarre, ça. J'arrive à un truc bizarre comme résultat. J'arrive à un truc bizarre comme résultat. Je suis en train de faire des calculs de tête, mais qui sont très curieux. Parce que normalement, je devrais arriver à une vitesse proche de la vitesse du son à l'extérieur. On fait 6 mètres. 2500 tours minute. Tours minute. Tours minute. Je vais faire une connerie, moi. J'ai tout divisé par 60. Le tour, là, il ne le fait pas en 1,4 secondes. 2500 tours minute. Ça nous fait 41,6 tours par seconde. Chaque seconde, l'hélice fait 40 tours sur elle-même. OK ? 42 tours par seconde. 2500 tours minute. Excusez-moi, j'ai fait une connerie, j'ai divisé par 3006 au lieu de diviser par 60. 42 tours par seconde. Donc, à l'extérieur, la vitesse linéaire, cette fois-ci, de la pale, ici, elle fait 6 mètres. L'extrémité de la pale fait 6 mètres de chemin, 42 fois par seconde. Eh bien, 6 mètres fois 42, ça nous fait 252 mètres par seconde. Ça fait quoi comme vitesse? En km/h. Eh bien, vous avez ici 907 km/h. En multipliant ça par 3600 pour obtenir les km/h. Autrement dit, ici, à la base, le moyeu, il fait environ 20 cm de diamètre. La base de l'hélice fait le tour du moyeu, c'est-à-dire 60 cm, 20 cm de diamètre, ça fait donc un 60 cm de tour. Le moyeu, la base de la pale est là, 60 cm au lieu de 6 mètres, elle va faire du 90 km/h. Et l'extrémité ici, elle fait 900 km/h. Donc évidemment, la forme de la pale et son inclinaison ne peut pas être la même. Et donc on va augmenter, on va diminuer l'inclinaison de façon à diminuer l'effort pour obtenir ici une force de traction constante sur tout le long de l'hélice, pour maximiser l'efficacité de l'hélice. C'est aussi la raison pour laquelle l'hélice est très bruyante. À 900 km/h, on n'est pas loin de la vitesse du son. La plupart des hélices sont limitées à 2700-2750 tours. Pourquoi? Parce que ça aboutit ici à des vitesses dites transsoniques. Donc on approche de la vitesse du son. Si on approche de la vitesse du son, les vibrations vont s'accumuler à l'extrémité et elle va casser. On ne peut pas avoir une hélice supersonique. C'est physiquement impossible. En fait, ça va le faire, mais ça va durer au maximum entre quelques secondes et quelques dizaines de secondes avant qu'elle explose, avant qu'elle éclate, du fait de l'accumulation des vibrations. Et donc, l'hélice ne permet pas de franchir la vitesse du son. Et même mieux que ça, l'hélice, elle, ne doit pas, dans sa rotation, franchir la vitesse du son, ce qui fait que l'appareil qui l'utilise va être forcément en dessous. Voilà. Donc là, le profil de l'hélice est conçu
de façon à avoir une efficacité constante tout le long de la pale. Enfin, constante. On va dire que l'efficacité soit maximisée tout le long de la pale. Alors, en fait, une hélice ne pousse pas l'air derrière lui. On croit que l'hélice pousse l'air et que ça va faire avancer l'avion, l'aéronef. Pas du tout. L'hélice, elle a exactement la même forme qu'une aile. Autrement dit, elle est quasiment plate d'un côté et bombée de l'autre. On le voit là-dessus. On voit bien qu'il y a un extrado bombé et un intrado qui est quasiment plat. J'aurais dû vous apporter, j'ai une hélice en bois, mais elle est à la maison. Donc, est-ce qu'elle n'est pas ici dans le hangar? Une hélice que je pourrais montrer. C'est une hélice du LM que j'utilise justement pour montrer. Ben non, je ne l'ai pas ici. Ah, si, peut-être. Ah non, je ne l'ai pas rapportée. Elle est dans mon garage. Bon, c'est pas grave. La forme de l'hélice, si je fais la coupe d'une hélice, elle est comme ça, la pale. Elle est bombée d'un côté et elle est plate. Évidemment, plus je vais vers l'extrémité, alors ici à la base, elle est très bombée, ici elle est déjà beaucoup moins, et à l'extrémité, la différence, elle est très très plate. On verra en aérodynamique que c'est la différence de courbure entre l'intérieur et l'extérieur d'une aile, entre l'intrado et l'extrado, qui va créer une force qui s'appelle la portance. Donc, nous avons ici un profil qui, comme il est bombé d'un côté, plat de l'autre, quand il va se déplacer dans l'air, va créer une portance. Donc, l'hélice, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, là aussi c'est un lieu commun classique, l'hélice, la pale d'hélice, du fait qu'elle tourne dans l'air, va créer une dépression devant elle et va tirer l'avion. Le fait que derrière, il y ait de l'air qui s'écoule, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, l'air va s'écouler, et là, il va y avoir un écoulement turbulent, fait que derrière l'hélice, vous allez avoir un flux d'air, ça va souffler, mais la force de ce flux d'air derrière, elle est minime par rapport à la traction qui est là. C'est un peu la conséquence de la traction. Donc l'avion ne se déplace pas en poussant l'air derrière lui, il se déplace en créant une dépression devant l'hélice. L'hélice, plus elle va tourner vite, plus sa rotation va être rapide, plus la traction va être élevée. Plus la dépression devant la pale va être élevée. Et cette dépression va engendrer la traction sur l'aéronef et donc la vitesse qui va lui permettre de voler. C'est clair pour vous? C'est bon? Voilà. Donc, l'angle, ce qu'on appelle l'angle de calage, il évolue. L'angle de calage, c'est l'angle que fait la pale par rapport à l'axe de rotation. Il est très fort au départ et il est de plus en plus faible vers l'extrémité de la pale. Alors, voilà, la vitesse de rotation, c'est 2π R fois tangente, distance de l'axe au profil. Alors, on va continuer. Donc, vous voyez qu'une hélice, dès lors qu'elle tourne autour de son moyeu, la vitesse de la pale va engendrer une traction. L'incidence dans l'air pendant la rotation va engendrer une force qui va tirer l'hélice vers l'avant. C'est l'équivalent de la portance de l'aile. C'est l'équivalent de ce qui se produit à la surface de l'aile d'un aéronef parce que l'air qui s'écoule dessus va engendrer la portance, va engendrer la force qui va lui permettre de rester en l'air. Là, on ne va pas engendrer une portance parce que la surface n'est pas horizontale pour porter l'aéronef, elle est verticale et sa rotation va créer une force vers l'avant. Elle va créer une traction. Bon, la casserole, ce qu'on appelle la casserole, c'est-à-dire le cône d'hélice,
que vous voyez ici sur le Cessna là-dessus. Le cône d'hélice, lui, il a essentiellement comme fonction de faire que les filets d'air vont aller bien vers la pale, vont s'écouler correctement en direction des pales de l'hélice. Il a une deuxième fonction, c'est d'amener l'air vers les ouïes du moteur pour le refroidissement des cylindres. Parce que l'hélice, du fait qu'elle tourne, va créer une grosse perturbation aérodynamique et donc elle ne va pas forcément aider à ce que l'air rentre sous le capot pour refroidir le moteur. Ça va poser quelques problèmes. Donc parfois, on met aussi d'autres dispositifs pour améliorer le refroidissement. Mais le cône d'hélice, il a comme fonction secondaire de refroidir correctement le moteur. Alors, le rendement de l'hélice, c'est le rapport puissance utile sur puissance absorbée. Je n'ai jamais vu de question BIA là-dessus. Donc, on va oublier. Par contre, en fonction du calage ici de l'hélice, c'est-à-dire de l'angle qu'elle fait par rapport à l'axe de rotation, qui n'est pas de 90 degrés, on va avoir un rendement qui va augmenter en fonction de la vitesse, pour un calage donné. Plus ça va tourner vite, plus j'aurai donc une vitesse de pale, elle va aboutir à une certaine traînée parce que l'hélice dans l'air, elle va forcément être freinée par la masse d'air, mais la traînée diminue moins vite que la traction, augmente moins vite que la traction. Alors, on se rend compte que quand je veux aller vite, si je veux aller vite avec un aéronef, je vais rapidement avoir un petit souci. C'est qu'il va falloir, si je veux aller vite, avoir de plus en plus de force, donc avoir de plus en plus de traction. Il faut que j'augmente cette force. Pour pouvoir aller vite, il faut que j'ai une force qui me tire de plus en plus fort. Eh bien, pour avoir une force qui me tire de plus en plus fort, j'ai une première solution, c'est d'avoir une hélice qui tourne de plus en plus vite. Sauf que, comme je vous l'ai dit, à partir d'une certaine vitesse de rotation, on devient transsonique. Et quand on est transsonique, on va à la rupture. Elle casse. Elle casse à cause des vibrations. Elle ne supportera pas l'effort supplémentaire. Donc, si je ne peux pas augmenter la vitesse, il faut que j'augmente autre chose. Je vais augmenter l'angle que fait l'hélice avec l'air, donc avec l'axe de rotation. Si j'ai un petit angle comme ça, là, je vais avoir une beaucoup plus grande puissance. Par contre, avec un grand pas, j'ai une beaucoup plus grande efficacité. Là, je vais pouvoir tourner vite en ayant la puissance maximum, je vais l'avoir à la vitesse maximale. Ici, la puissance maximum, je vais l'avoir à une vitesse bien inférieure. Je vais avoir une beaucoup plus grande efficacité en ayant un moteur qui tourne moins vite. Donc, on va mettre au point des hélices dites à pas variable. Des hélices dont je peux modifier l'axe, l'angle que fait la pale par rapport au moteur, par rapport à l'axe de rotation. On appelle ça donc des hélices à pas variable, alias Variable Pitch Propeller. Alors, cette hélice à pas variable va être soit commandée automatiquement en fonction du régime moteur, et ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes monomanettes, soit sur certains aéronefs, c'était le cas au départ, avec un système où je peux régler, j'ai une commande pour régler le pas de l'hélice. Donc, je n'ai pas seulement la puissance pour régler la puissance moteur, donc la vitesse de rotation, mais j'ai également une commande pour régler le pas de l'hélice. Ce qui me permet, quand je suis en croisière et que je commence à accélérer, de diminuer la vitesse du moteur et de réduire le pas de l'hélice pour garder la même vitesse avec un calage plus fort, mais un moteur qui ne dépassera pas les fatidiques 2600-2700 tours minute, au-delà desquels l'hélice est détruite. On a des hélices tractrices. Ça veut dire que l'hélice est devant l'aéronef. Okay. Elle crée une dépression vers l'avant.
on peut avoir des hélices propulsives. Alors, propulsive ne veut pas dire qu'elle pousse l'air vers l'arrière, mais en fait, elle tourne derrière et la dépression de l'hélice qui se produit également devant l'hélice, mais l'hélice est placée en queue de l'avion. On les appelle propulsives parce que la force est appliquée sur la queue de l'avion, sur la partie arrière de l'aéronef. Enfin, on a l'énorme avantage, avec une hélice à pas variable, de pouvoir avoir deux positions un peu particulières. La première, c'est la position dite en drapeau. Donc, j'ai mon hélice, carrément, la pale est comme ça. Voilà. Elle est en drapeau. Donc là, l'efficacité est égale à 0. Même si ça tourne. Alors en fait, la position en drapeau, on va l'utiliser quand le moteur est en panne. Le moteur est en panne, je mets les pales comme ça, de façon à ce qu'elles ne me freinent pas. Donc là, j'ai 0 efficacité, mais j'ai 0 résistance à l'air. Mais je peux également avoir des positions d'inversion de pas, et ça va être le cas sur certains avions de ligne, comme les turbopropulseurs. Donc ça, c'est une hélice en drapeau. On peut avoir la possibilité de mettre la pale en opposition, comme ça. Voilà. Carrément vers l'avant, au lieu de la mettre vers l'arrière. Auquel cas, on peut créer quasiment une marche arrière. On va provoquer une poussée vers l'avant pour freiner. On le met carrément en inversion de traction. Alors, je suis pas sûr de mon dessin là parce que en fait, je vous ai inversé le truc, pardon. Le dessin, en fait, ici, en réalité, on va passer la pale comme ça. Voilà. Et comme elle tourne dans ce sens-là, elle génère une traction par là. Donc, elle passe carrément de tractrice, drapeau, elle passe en inversion de poussée. Et donc là, on est en situation dite inversion. Et elle génère une traction par là, donc elle va freiner l'aéronef. Okay. Alors, cet objet magnifique, l'hélice a un certain nombre de caractéristiques. En régime normal, donc entre on va dire 1700-1800 tours minute et 2500 tours minute sur la plupart des aéronefs, elle fournit une traction, mais évidemment, comme elle tourne dans l'air, il y a de la traînée. Il y a un freinage aérodynamique, évidemment, l'air résiste. Et donc, il faut fournir, le moteur fournit une certaine puissance. Cette puissance va partiellement être convertie en traction, mais une bonne partie de la puissance du moteur va servir à lutter contre la résistance de l'air. C'est ce que l'on appelle l'efficacité, justement. Donc, elle consomme de la puissance pour vaincre sa traînée. À une certaine vitesse, alors, une certaine vitesse avion pour un certain calage et une vitesse de rotation donnée, on a là, par exemple, sur le PA28 qui est dans ce hangar, on sait qu'à 1300 tours, je suis en croisière, à 1300-1400 tours environ, le moteur fournit juste assez de puissance pour vaincre la résistance de l'air. Mais ça, je vous donne ce chiffre, c'est pour un certain avion à une certaine vitesse, une certaine hélice. C'est chaque hélice de chaque avion a une vitesse qui s'appelle la vitesse de transparence. Donc, cet avion-là a 72 nœuds, 1450 tours, voilà, sa vitesse, 72 nœuds, 1450 tours, la traction devient nulle. La puissance du moteur ne sert qu'à une seule chose, c'est vaincre la résistance de l'air. Donc, à partir de cette vitesse de rotation, tout ce que je vais donner comme puissance en plus au moteur va fournir de la traction.
va augmenter la traînée, mais va commencer à me donner de la puissance utile. En dessous, c'est même pire, l'hélice me freine. À 1400 tours, l'hélice ne me freine pas, mais elle ne me tire pas. Le moteur travaille juste pour vaincre la résistance de l'air. Et au-dessus de 1400 tours, le moteur, l'hélice, commence à me donner de la puissance utile. Freinage, même condition, si la vitesse R augmente, eh bien, l'incidence devient inférieure à 0, l'hélice freine. Donc, l'hélice freine. En dessous d'un certain régime, l'hélice va me freiner. Non seulement elle ne me donne pas de puissance, c'est-à-dire que le moteur ne fournit pas de vitesse de rotation et la vitesse de rotation ne me donne pas de puissance, mais l'hélice, comme elle a des pales, elle va me freiner. Bon, moulinet, ça, c'est vous coupez tout, vous mettez l'avion en descente, le vent relatif, la force du vent, va mettre l'hélice en rotation. C'est comme vous avez déjà eu ces petits trucs là, ces moulinets là, que l'on vend sur les plages, etc. Ben, le simple vitesse du vent fait tourner l'hélice. C'est d'ailleurs même le principe de l'éolienne. Hein. Le vent va créer une pression sur les pales et va faire tourner l'éolienne. Et bien sur un avion, c'est exactement pareil. À partir d'une certaine vitesse, le vent relatif, la vitesse de l'avion, va faire tourner l'hélice. Pas beaucoup, mais va le faire tourner. L'hélice freine toujours. Inversion de poussée, j'en ai parlé. Le drapeau, c'est calage à 90 degrés, c'est-à-dire le fait que les pales sont dans l'axe du moteur. Donc voilà l'hélice. Alors, pour faire tourner l'hélice, il nous faut un moteur. Donc là, on va rentrer dans les 5 types de moteurs. C'est ici dans le truc. Voilà. On a 6 types de moteurs. Piston, turbo, stato, turbopropulseur, moteur fusée et un petit paragraphe sur les moteurs électriques qui est un peu la nouveauté. Voilà. Voilà le moteur à piston qui est celui que nous avons à bord de l'immense majorité des petits avions, des avions légers, des avions d'aéroclub et surtout des avions d'entraînement, des avions de formation. Alors un moteur à piston, c'est de 1 à beaucoup de puissance. Beaucoup. Sachant que je n'ai pas en tête le maximum qu'on ait fabriqué, mais le Wright Cyclone, il avait 4 rangées de 19. Je vais en avoir une photo quelque part. On va regarder ça. Voilà. Donc ça peut aller jusqu'à 80 cylindres. Mais c'est un monstre. Hein. Le Wright Cyclone, c'était le moteur qui était sur les bombardiers B-29 de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est un moteur en étoile et il y a 4 étoiles l'une derrière l'autre. Et puissance du moteur, je crois que ça avait dépassé les 2500, presque 3000 chevaux. Donc, sur votre mobilette, il y en a un. Sur la voiture de vos parents, il y en a entre 3 et 6. Déjà, quand on atteint le 6 cylindres, on en fait de moins en moins des moteurs avec un grand nombre de cylindres. Le grand classique des voitures américaines des années 50 et 60, c'était le V8. 8 cylindres en V, 4 comme ça, 4 comme ça. C'était placé en V parce que ça permettait d'avoir un vilebrequin commun. Voilà. Donc, le nombre de cylindres va dépendre essentiellement de la puissance que l'on cherche à obtenir. Si on veut augmenter la puissance, il va falloir rajouter des cylindres parce que la taille du cylindre va poser quelques problèmes à partir d'un certain diamètre. Bon, ceci étant, les bateaux ont des cylindres qui font pratiquement, les moteurs de bateaux sont des cylindres qui font presque 2 mètres de diamètre, mais c'est des moteurs qui tournent à 350-400 tours minute. Bon, c'est des diesels avec des particularités. Là, si je vous montre le moteur type classique que l'on va rencontrer sur la plupart des moteurs, voilà, lui, je vais vous le montrer en
avec son animation. Voilà. Voici un magnifique moteur que je vais agrandir. Tac, voilà, histoire que vous voyez bien le truc. Voilà. Ouf, 400%, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà le moteur. Voilà un moteur à piston. Voilà exactement le type de moteur que nous avons sur nos deux avions ici de cet aéroclub. Moteur que vous allez rencontrer sur... allez, là, je vais dire, on est à presque 80, voire 70, voire 80% de la flotte d'avions légers. Ça, c'est tous les moteurs qui vont de 80 chevaux pour un Rotax du LM, en passant par le 120 chevaux qu'on a sur 100 chevaux Continental, 120 chevaux Lycoming, le 180 chevaux du Piper qui est là dans le hangar est un moteur 4 cylindres à plat. À partir de 200-220 chevaux, on n'est plus dans du 4 cylindres. On atteint la limite de ce que l'on peut faire ici du point de vue de la taille et de la compression. On va passer à les 6 cylindres. Les moteurs de 235, 250, 300 chevaux, etc. pour la plupart sont pratiquement tous des 6 cylindres. Les moteurs d'avion sont, depuis maintenant très longtemps, la plupart du temps, des moteurs avec des cylindres à plat. Contrairement aux moteurs des voitures où les cylindres sont verticaux, en général, avec des refroidissements à eau. La grande majorité, l'immense majorité des moteurs d'avion sont des moteurs avec des cylindres à plat et des refroidissements à air. Alors on va rentrer dans le détail de ce cycle que vous devez connaître, parce que là, il y a tous les ans, systématiquement, au moins 2 à 4 questions sur le fonctionnement des moteurs. Donc, vous voyez qu'ici, ce moteur, il a une particularité qui a été assez intéressante et qui a été mise au point par les Américains dès les années 30. On a eu pendant très longtemps d'excellents moteurs en France, par exemple le moteur Renault, le SV4, 4 cylindres de 200 chevaux qui servait sur notamment beaucoup d'avions d'entraînement. Ils avaient des 4 cylindres verticaux, 4 cylindres en ligne. Et d'ailleurs, ils étaient très intéressants parce que les culasses étaient en bas. Donc la compression se faisait vers le bas et l'allumage se faisait en bas. Poum, poussait le piston vers le haut. C'était un concept pas idiot, qui a même été fait pas mal d'émules par la suite. Bon. Donc l'intérêt pour les petits avions de ce système-là, c'est que vous remarquerez que ces deux cylindres sont opposés. C'est pour ça qu'on les appelle des moteurs à cylindres opposés. En anglais, reciprocating motors. Et qu'en fait, quand un piston se rapproche, l'autre se rapproche également. Exactement de la même manière. La conséquence de ça, c'est que le centre de gravité de ce moteur ne bouge pas. Le centre de gravité est toujours au même endroit, quelle que soit la position des pistons. Et donc, du coup, eh ben, vous évitez d'avoir un moteur qui se balade. Ça évite les vibrations. Ça évite plein d'inconvénients liés justement à la vibration et à la variabilité de la position du centre de gravité. Et c'est ce qui a fait l'énorme succès de ces moteurs. Alors, on a plein d'autres choses. Après, les très très gros moteurs, on a eu des moteurs en étoile, on a eu toutes sortes de choses. Mais ça, je vais revenir donc à ça. Voilà. On va parfois multiplier le nombre de cylindres. Mais à un moment donné, il va falloir les positionner autrement. On ne peut pas tous les mettre à plat. Donc, la plupart des très gros moteurs, après, étaient des moteurs en ligne ou en V, etc. Mais ils avaient tous un certain nombre d'inconvénients qu'il fallait compenser. Alors, le principe du moteur à explosion, que vous devez connaître. Il va utiliser l'énergie provenant de la combustion ici d'un mélange carburant plus air. Le carburant que l'on utilise en aviation, pour l'instant, c'est de l'essence. Non, c'est du pétrole. De l'essence de pétrole. On va parler des carburants tout à l'heure. Donc, on va utiliser un mélange d'essence, un petit peu d'essence et pas mal d'air. Et ce mélange, il se trouve qu'il brûle. Quand il brûle, il produit de la chaleur.
Quand il produit de la chaleur, il va évidemment fortement dilater l'air qui se trouve là. Il va passer de quelques dizaines de degrés à environ 700 degrés. Évidemment, comme il va créer une forte dilatation, il va pousser le piston qui va provoquer une force qui va être transmise par le vilebrequin. Alors, comment organiser la combustion de ce mélange? Ça va passer par un système à 4 temps, que je vais vous montrer ensuite. Alors, on a un premier élément, la pipe d'admission. La pipe d'admission va amener le mélange air et essence dans le cylindre par l'entremise d'une soupape d'admission qui sera ouverte ou fermée selon les moments. Au départ, premier cycle, on va ouvrir ça et là, le mélange air-essence va rentrer dans le piston. Puis ça va se refermer. Le mélange va être comprimé. Il va ensuite, la soupape d'échappement ici et la pipe d'échappement sont fermées. Alors, la soupape est fermée. Le mélange est comprimé. Il est allumé par une bougie. La bougie. Tiens, si, là, voilà, bougie, spark plug. Ici, il y a une étincelle qui va se former, qui va être envoyée, qui va mettre le feu au mélange, lequel mélange va brûler dans la chambre de combustion, va pousser le piston vers le bas, lequel, relié à une bielle, va faire tourner le vilebrequin. Tout ceci se trouve à l'intérieur d'un carter, lequel carter, d'ailleurs, va contenir quelque chose d'assez intéressant qui s'appelle de l'huile. Parce que s'il n'y a pas d'huile, tout ça n'est pas graissé. Alors en fait, il recueille de l'huile qui est envoyée ici. Ici, il y a des petits gicleurs d'huile qui vont graisser tout ça. Parce que s'il n'y a pas d'huile ici, ça va frotter. Si ça frotte, ça coince. Si ça coince, ça s'arrête. Voilà. Donc le carter, entre autres, sert à récupérer l'huile de lubrification du système. Ceci tourne sur lui-même. Et comme ça, ce vilebrequin tourne, la bielle qui fait le tour, comme ça, fait que lui, il a un mouvement alternatif, montée-descente. Par un dispositif qui se trouve à l'extérieur, qu'on appelle la distribution, que ce soit une chaîne de distribution, soit une courroie de distribution, on va avoir ici, à l'extrémité de ces tiges-là, soupapes, on va avoir ce qu'on appelle un arbre à cames. Alors, un arbre à cames, les cames, c'est le truc qui ont cette gueule-là. La came tourne sur elle-même, entraînée par le vilebrequin et un mécanisme qui va commander la came. Vous remarquerez que quand la came est de ce côté-ci, la soupape est fermée. Lorsque la came se trouve comme ça, la came étant ovale, lorsque la partie ovale arrive là, évidemment, elle pousse sur la soupape qui s'ouvre. Et donc, les cames sont réglées pour ouvrir et fermer les soupapes à certains moments. Donc, ça, c'est crankshaft. L'arbre à cam, on n'en parle pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne à nouveau avec une animation. Donc, nous avons 4 cycles. Alors, pardon, je vais d'abord vous passer la slide suivante avec les 4 phases. Donc, le moteur absorbe un mélange d'air et de carburant vaporisé introduit dans le cylindre. J'ai dit qu'aujourd'hui, en aéronautique, on utilise de l'essence. Alors, on commence à utiliser de l'essence un peu différente maintenant, UL91. On utilise même sur certains moteurs, comme le moteur Rotax que nous avons dans notre ULN, de l'essence auto, SP98, donc qui est sans plomb, mais qui va contenir de l'essence, mais un peu de benzène. Il est fort question de fonctionner avec de l'alcool, donc un carburant beaucoup plus vert, qui n'est pas un carburant fossile.
donc pas à base de pétrole. Mais demain, il n'est pas impossible que l'on puisse utiliser éventuellement du gaz, du méthane, directement, du gaz naturel, comme il y a d'ailleurs des voitures qui roulent au GPL, au gaz de pétrole liquéfié, ou au GNL, gaz naturel liquéfié. Voire, il y a des gens qui travaillent sur la possibilité d'envoyer ici un mélange air-hydrogène, de faire fonctionner les moteurs avec de l'hydrogène. Bon, brûler l'hydrogène dans un moteur à piston ne semble pas aujourd'hui le système le plus simple à mettre en œuvre et le plus pratique. Il vaut mieux faire passer l'hydrogène dans une pile à combustible et utiliser le courant pour faire tourner un moteur électrique. Bon, le piston comprime le mélange, voilà, la bougie fournit l'étincelle, la combustion fournit de l'énergie. Alors ça se traduit par 4 temps. Les moteurs avions sont des moteurs à 4 temps. Premier temps, le piston est en position haute. La bielle est là. Alors en fait, elle est déjà passée là. Ah oui, ils le font en tournée à droite. Pardon. Bon, il tourne dans ce sens-là, ce moteur. Okay. Ça veut dire que l'hélice est là-bas derrière. Parce que l'hélice va tourner dans le même sens que le moteur. Il faut savoir que sur les moteurs d'avion, la plupart du temps, en tout cas tous les anciens moteurs, tous les moteurs classiques, les moteurs Ecoming, là, vous avez le vilebrequin sur lequel sont attachés les bielles, les pistons. Les pistons font tourner le vilebrequin est directement sur l'hélice. Prise directe. Pas d'embrayage, pas de boîte de vitesse, pas de bordel dans ce style-là comme il y a sur les voitures. C'est directement le moteur. L'hélice, elle est fixée au moteur. Direct. Il tourne directement. Et donc, le moteur tourne à la même vitesse que l'hélice. Sur des moteurs plus récents, maintenant, il commence à y avoir des réducteurs. Le Rotax, par exemple, lui, il tourne à 5000 tours minute et il y a un réducteur qui divise par 2, ce qui fait que l'hélice tourne à 2005. Toujours pour la même raison. Le fait que l'hélice ne veut pas tourner au-delà de certaines vitesses. Donc, voici un moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, l'hélice va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle est devant nous. Dans un premier temps, le piston est en position haute. La bielle descend. Et donc, le piston descend. Il aspire du mélange air-essence. Le mélange air-essence entre dans la chambre de combustion. Okay. Donc, on va remplir ici. La bielle va passer en dessous. Et là, le piston va commencer à remonter. La soupape d'admission s'est refermée. Et là, on va comprimer le mélange. Le mélange de gouttelettes d'essence et d'air va faire l'objet d'une compression. Évidemment, il va s'échauffer. Il va atteindre une température de quelque chose comme 65, 70, 80 degrés, sachant que là, il est à température ambiante. On va comprimer ce mélange, et comme il est comprimé, il devient explosif. Mais il ne va pas exploser tout seul. On va faire un maximum pour qu'il surtout ne s'allume pas tout seul. Sinon, ça s'appelle de l'auto-allumage et ça marche très très mal. Donc, une fois qu'il est comprimé, on va déclencher une étincelle électrique qui va mettre le feu à ce mélange. Et donc là, on va avoir une combustion très brutale, quasi explosive. On parle de moteur à explosion, parce qu'en fait, ça va s'allumer d'un coup. Évidemment, ça va générer une énorme pression sur le cylindre, sur le piston, qui du coup va descendre en transmettant sa force au vilebrequin. Et enfin, la bielle et le piston vont remonter. Et là, grâce aux arbres à cames, on va ouvrir la soupape d'échappement. Et le mélange brûlé, les gaz d'échappement, là, ici, la température va atteindre 700-750 degrés. Évidemment, une fois qu'il se sera détendu, la température sera un peu inférieure. Elle sera aux alentours de 400 degrés. Et les gaz à 400 degrés vont sortir par le tuyau d'échappement. Voilà les 4 temps du moteur à explosion. Illustration. On va fermer celui-là. Illustration. Voici et je vous le remets à nouveau avec un petit zoom. Voilà le cycle du moteur à explosion illustré.
On va attendre le premier. Voilà. Premier temps, admission. Le moteur, deuxième temps, on comprime, on met le feu, ça pousse. Quatrième temps, ça sort. OK. 1. Voilà, on y va. 1. Admission, compression, explosion, échappement. C'est clair? J'aime beaucoup celui-là, il est bien. Il est un peu rapide, mais je ne peux pas régler la vitesse de défilement. Mais on peut. Je crois qu'on peut l'arrêter. Non, non, on ne peut même pas l'arrêter, c'est un GIF. Voilà. Et vous voyez qu'effectivement, la bielle va transmettre ce mouvement d'aller-retour au vilebrequin, qui lui en fait un mouvement rotatif qui est transmis au moteur. Et là, on a un moteur qui tourne dans quel sens? Il tourne dans ce sens-là, donc l'hélice est là-bas derrière. Et vous voyez ici le carter, avec au fond du carter quoi? De l'huile que je vais récupérer pour la réinjecter là-dedans, pour lubrifier tout ce mécanisme avant que ça ne coince, sachant qu'en plus, là, il y a ce qu'il faut pour vidanger l'huile de vidange, et qu'il y a ici toute une série d'ailettes, parce que comme l'huile est projetée sur une bielle, alors évidemment, ça, là, c'est rouge, parce que c'est très très chaud, c'est à 700 degrés. Donc, le piston est à 700 degrés. Donc, cette chaleur, elle est transmise à la bielle, elle est transmise au vilebrequin, elle est transmise au carter. Donc, tout est chaud. Un moteur à explosion, c'est chaud. Vous l'avez déjà remarqué, ça. On vous dit, touche pas, tu vas te brûler, quoi. Et évidemment, cette chaleur, il faut l'évacuer, parce que si elle s'accumule, là aussi, ça finit par poser de gros problèmes. Donc, une des raisons ici de ces ailettes, c'est évacuer la chaleur produite par le moteur, la chaleur excédentaire. Voilà, donc ça, c'est vu. On revient à ça. Voilà. Voilà les 4 temps du moteur à explosion, moteur à 4 temps. Alors, les moteurs à piston ont exactement le même principe de fonctionnement que les moteurs de voiture, mais évidemment, on va les faire avec des alliages beaucoup plus légers. On va supprimer plein de trucs qui ne servent à rien, comme la clim et autres cochonneries dans ce style-là. On va faire des moteurs avec des carters en aluminium au lieu de les faire en acier. On va utiliser des alliages beaucoup plus légers. On va utiliser un alternateur qui va peser 2,5 kg au lieu d'en peser 10, etc., etc. Les moteurs sont des 4 à 8 cylindres en général. Ça peut aller jusqu'à 24, mais en fait, ça va bien au-delà. Les cylindres sont soit à plat, soit en V, soit en étoile. L'allumage est assuré par 2 bougies, alors que sur votre voiture, il n'y en a qu'une seule. Sur les avions, il y en a toujours 2. 2 bougies pour 2 raisons. La première, c'est que si je fais 2 étincelles à 2 endroits différents, le mélange va brûler beaucoup mieux, plus vite et mieux. Ce qui permet d'avoir une meilleure puissance et un meilleur rendement. Et la deuxième raison, c'est que chaque bougie est reliée à un circuit d'allumage différent. Ça veut dire que si j'ai un des 2 circuits qui est en panne, l'autre continue à fonctionner et mon moteur continue à fonctionner. Alors que sur votre voiture, vous n'avez qu'un seul circuit d'allumage. Si le circuit d'allumage est en panne, la voiture s'arrête. Sur une route, ce n'est pas grave. Vous la mettez sur le côté, vous appelez la dépanneuse. En l'air, quand le moteur s'arrête, c'est un poil plus ennuyeux. On va dire qu'on a quelques soucis rapides. Il va falloir trouver vite un endroit pour se poser, parce que plus de moteur veut dire que voilà, il va falloir trouver une solution. Donc, on va doubler le circuit d'allumage en mettant 2 bougies, 2 cordons de raccordement, 2 magnétos distincts. Comme ça, si jamais il y en a une qui est HS, l'autre continue à fonctionner. Et enfin, les moteurs les plus puissants. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous montez en altitude? Je reprends ça. Ici, j'ai un mélange d'air et de carburant. L'air, il vient d'où? Il vient de l'extérieur. Alors, le mélange entre l'air et le carburant, on le verra tout à l'heure, c'est fait par un petit objet qui s'appelle le carburateur. Évidemment, l'air, il vient de l'extérieur. Si je monte en altitude, que se passe-t-il? La pression diminue. La pression atmosphérique diminue. Donc, la quantité d'oxygène disponible diminue. Donc, je vais avoir un problème ici pour brûler de l'essence. Je ne vais pas réussir à brûler la totalité de mon essence. Donc, je vais mettre moins d'essence. J'ai moins d'oxygène. Donc, même si je mets autant d'essence, elle ne brûlera pas complètement.
Donc, plus je vais monter, moins je vais avoir d'oxygène. Moins je vais avoir d'oxygène, moins je vais avoir de puissance. Puis, à un moment donné, je vais être dans la mouise. Parce que je ne pourrai plus continuer à monter. Eh bien, très vite, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution. Ça a été trouvé très rapidement, dès avant la Première Guerre mondiale, par un certain monsieur Ratier, à Figeac, en France. Il va dire, je vais mettre un compresseur. Je vais utiliser une partie de la puissance du moteur pour mettre un compresseur qui va récupérer plus d'air, comprimer cet air et envoyer de l'air comprimé ici pour que même à 5000 mètres d'altitude, le moteur fonctionne comme s'il était au niveau de la mer, pour qu'il ait autant d'oxygène. Et c'est ce que l'on appelle le compresseur. Évidemment, il y a une énergie très intéressante à réutiliser, c'est celle des gaz d'échappement. Donc, on ne va pas seulement mettre un compresseur, mais on va mettre un turbocompresseur, c'est-à-dire derrière les gaz d'échappement, on va mettre une petite turbine qui va faire fonctionner le compresseur, qui va envoyer de l'oxygène dans le moteur. Donc, dès qu'on veut avoir plus de puissance, et surtout que l'on veut garder la puissance même en haute altitude, même à 8000, 9000, 10 000 mètres, on va mettre des turbos. Alors, voilà des exemples de moteurs à piston. Voilà le moteur cylindre à plat classique. Alors, celui-ci, c'est un diesel, mais de toute façon, ça ne change rien. Je pourrais vous les montrer tout à l'heure là dans le hangar. Mais en fait, là, en ce moment, il fait nuit très tôt. Deuxio, le hangar, il n'est pas très bien éclairé. On est en train d'installer un nouvel éclairage, mais là, c'est à la lampe de poche. Et bon, il faut aller ouvrir les... Alors, j'en ai un là qui est tout dépouillé, donc c'est facile de voir à quoi il ressemble. Ah, mais tiens, si vous 5 minutes tout à l'heure après le cours, on ira faire un saut à la lampe de poche dans le hangar. Donc, vous verrez, la plupart des moteurs d'avion sont comme ça, 4 ou 6 cylindres à plat. Ça, c'est typiquement la configuration de l'immense majorité des moteurs des avions. Des avions. Ça, là, ce que vous avez, c'est un moteur rotatif. Ça, c'est l'ancêtre des moteurs. Ça a été les tout premiers moteurs. Gnome et Rhône, c'était des moteurs dans lesquels l'axe est fixe et le moteur tourne autour de l'axe, y compris les cylindres. Et l'hélice était fixée là-dessus. L'axe est fixe, il est solidaire de l'avion et le moteur tourne sur cet axe. Alors, il avait un certain nombre d'avantages. C'est qu'il était justement extrêmement simple à construire, extrêmement léger. Il était auto-lubrifiant par la force centrifuge. On n'avait pas besoin de pompe à huile, on n'avait pas besoin de circuit de lubrification. On avait ici un petit réservoir d'huile de ricin qui déversait de l'huile dans le carter et l'huile était projetée vers les cylindres. Donc on n'avait pas besoin de gicleur d'huile, on n'avait pas besoin de radiateur d'huile, on n'avait pas besoin de circuit d'huile. Donc tout ça, ça faisait des dizaines de kilos au moins. Aujourd'hui, là, sur cet avion, là, vous voyez, il y a plein de trucs, il y a des piles d'admission, il y a la distribution, là, ça, c'est l'alternateur, bon, ça, c'est l'alternateur, ça, c'est le démarreur, ici. Vous trouvez tous les circuits d'injection, etc. autour, c'est extrêmement complexe. Ça, vous voyez, regardez ça. C'est super simple. Sauf que, alors, on utilisait de l'huile de ricin, pourquoi? Parce que l'huile allait vers les cylindres, et en fait, elle tapissait les cylindres et elle brûlait en même temps que l'essence. Elle était évacuée, l'huile, par le circuit d'échappement. Et à cette époque-là, les aviateurs avaient tous des lunettes et ils finissaient avec de l'huile sur les lunettes. Ils revenaient, ils étaient quasiment aveuglés par l'huile qui prenait dans la figure, qui giclait par les tuyaux d'échappement. Ça avait un avantage, c'était super léger, mais les puissances, 60, 70, 80 chevaux. On a réussi à faire des moteurs qui ont franchi la barre des 100 chevaux, mais très péniblement. Impossible d'avoir des grosses puissances. Ça a été sa principale limitation. Donc, assez rapidement, on est venu sur des moteurs plutôt ressemblant à ça, ou des moteurs en étoile, mais cette fois-ci fixes, dont l'axe, lui, est un vilebrequin, mais les cylindres sont fixes. Voilà un moteur Allison, un 12 cylindres en V. Ça, c'était le moteur des Spitfire, des P-51 de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, avec un écorché de cylindre. Alors, pour faire tourner ça, ici, pour faire tourner ce moteur, donc pour avoir du mélange air-essence qui va brûler dans le moteur, produire de la puissance, il va falloir amener ce mélange air-essence. Alors, ce mélange air-essence, l'essence, elle vient d'un réservoir. Elle va être prise dans ce réservoir par une pompe.
Alors, il y en a deux. Il y a une pompe mécanique qui est reliée au moteur, mais il y a une pompe électrique, parce que tant que le moteur ne tourne pas, il faut bien envoyer de l'essence. Donc, avant le démarrage, on va actionner une pompe électrique. Sinon, l'essence n'arrivera pas. Elle est d'autant plus indispensable que dans certains cas, par exemple, le cas du Piper qui est là dans ce hangar, les réservoirs sont dans les ailes et qui sont plus bas que le moteur. Donc, il faut bien un moyen d'aller chercher l'essence et la remonter pour la faire venir au moteur. D'où l'existence des deux pompes électriques au départ pour amener l'essence dans le circuit de démarrage et la pompe mécanique qui ensuite va fonctionner dès que le moteur tourne. Il y a un robinet de sécurité, bien entendu. De l'autre côté, il y a de l'air. L'air extérieur, on va le filtrer pour qu'il n'y ait pas de poussière, saloperie, cochonnerie, insectes, etc. Il arrive dans ce dispositif qui s'appelle le carburateur. Le carburateur va recevoir de l'air extérieur et grâce à un gicleur, va mélanger l'air et l'essence. Il va créer un brouillard d'essence dans l'air et ce mélange air plus brouillard microscopique gouttelette d'essence va être ce qui va être brûlé par le moteur. La quantité d'essence, contrairement aux voitures de vos parents, la quantité d'essence n'est pas réglable sur les voitures. En fait, il y a un dispositif ici de dépression qui fait que si jamais vous partez en montagne et que vous arrivez, je ne sais pas moi, Chamonix, vous prenez le col d'Argentière pour aller en Suisse, vous allez passer sur un col à 1700 mètres. Certes, à 1700 mètres, il y a déjà 15 à 18% d'oxygène de moins que ce qu'il y a au niveau de la mer. Donc, normalement, il faudrait mettre 15% d'essence en moins. Mais sur une voiture, on s'en fout. Les voitures ne roulent pas à 5000 mètres d'altitude. Alors, quand on a des voitures qui circulent sur les hauts plateaux des Andes ou dans l'Hindoukouche, au Népal ou le nord de l'Inde, les mécanos locaux, ils vont utiliser une petite vis qui s'appelle la vis de richesse, qui fait que ça évitera qu'il y ait une grosse fumée noire qui sorte derrière le tuyau d'échappement et que ça ne consomme pas plus que ce que ça peut. Mais vous savez, vous ne pouvez pas le régler. Par contre, un avion, lui, il a vocation à partir au niveau du sol, à monter à 5000 mètres, à redescendre au niveau du sol, à remonter à 5000 mètres. Donc, il faut pouvoir en permanence modifier la proportion air et essence. Donc, on a un truc qui s'appelle la manette de richesse, alias mixture en anglais. Et souvent, on utilise le terme anglais en français. On dit on va mixturer ou on change la mixture. Et en fait, ça s'appelle la richesse en français. Mais bon, dans l'argot des pilotes, on utilise souvent le mot anglais, mixture. Mixture. Donc, on va pouvoir, au fur et à mesure qu'on va monter en altitude, réduire la quantité d'essence dans le mélange de façon à ce que la combustion soit toujours optimale. Certes, ça va diminuer un peu la puissance, mais la combustion sera bonne et on aura un fonctionnement optimal du moteur. Voilà. Donc ce dispositif, c'est le carburateur qui va faire le mélange entre l'air et l'essence grâce à une petite manette de richesse. Et ça, par contre, la manette de richesse va permettre de gérer le dosage entre l'air et l'essence. Et ça, la manette des gaz va envoyer une certaine quantité de mélange dans le cylindre. Si je mets plus de gaz, c'est exactement comme sur votre voiture, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, ça ouvre le papillon, il y a plus de mélange qui rentre, et il y a plus de puissance et le moteur accélère. Je diminue la quantité de mélange, le moteur ralentit. Donc la manette de richesse permet de régler le mélange air-carburant, voilà, et le mélange est réglé normalement pour être un peu riche, c'est-à-dire 25% de plus que ce qu'on a besoin. Ça veut dire qu'en standard, dans un moteur d'avion, il y a déjà 25% de l'essence qui ne sert à rien. Elle est juste évaporée. Alors, les essences qu'on utilise, ça c'est plus de la culture générale parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu passer des questions là-dessus. Mais voilà, on cherche des essences parce qu'elles ont un pouvoir calorifique élevé, une bonne résistance à la détonation. Donc, pour éviter que le mélange ne prenne feu tout seul, c'est-à-dire soit ce que l'on appelle un auto-allumage, lorsqu'on va comprimer le mélange, on va utiliser un mélange raffiné bien particulièrement avec un certain indice d'octane. Si j'ai un indice d'octane égal à 0, ça veut dire que dès que je vais commencer à comprimer, boum, ça va exploser. Là, on utilise pour l'avion indice 100.
Autrement dit, le brouillard d'air et d'essence, même quand je le comprime, alors le facteur de compression, je crois, c'est 13 pour 1. Donc, même si je passe de 13 volumes à 1 volume, il ne prend pas encore feu tout seul. Il ne s'allume pas tout seul. Il n'est pas ce qu'on appelle auto-allumant, auto-détonnant. Donc, avec un indice 80, on a un pouvoir antidétonnant de 80% d'octane et 20% d'heptane. Bon, ça, c'est des trucs de chimie, vous en foutez, vous oubliez ça. Alors, pour le rendre non détonnant, autrefois, et encore aujourd'hui pour l'avion, mais autrefois pour tous les carburants, y compris l'essence, on avait par exemple un carburant dans les stations-service. Vous n'avez pas connu ça. Je crois que même vos parents ne l'ont pas forcément connu parce qu'il a disparu au début des années 80. C'est dans les années 80 qu'on a supprimé le plomb dans l'essence. Mais avant, on mettait du plomb tétraéthyle dans l'essence pour empêcher le mélange de s'allumer tout seul. C'est ce qu'on appelle un antidétonnant. Maintenant, c'est interdit. Pour les voitures, c'est terminé. Il n'y a plus de carburant plombé nulle part, quasi nulle part dans le monde, sauf peut-être quelques contrées reculées, quelques militaires un peu tordus. Mais on n'a plus de plomb dans l'essence. Parce que le plomb est une saloperie qui est extrêmement toxique, c'est un poison. Il n'y a plus de plomb dans l'essence, sauf dans l'essence avion. L'essence avion s'appelle 100 LL, donc 100 indice d'octane, leaded, donc avec du plomb dedans. Elle a une couleur bleue, qui permet de la reconnaître. Le plomb doit être définitivement supprimé entre 2027 et 2031. Donc, comme les voitures, on va passer à du carburant sans plomb. D'ailleurs, vous remarquez sur les stations-service que c'est du SP95, SP98. Vous ne savez pas pourquoi ça s'appelait SP, ben, c'est parce qu'il est sans plomb. Et il est sans plomb aujourd'hui parce qu'il y a 40 ans, il y avait encore du plomb dedans. Et les très vieilles voitures qui ont été construites avant les années 80 ne fonctionnent pas bien avec de l'essence sans plomb. Donc on rajoute une petite cochonnerie qui ressemble, mais qui n'en contient pas du plomb, mais qui permet de faire des substituts de plomb pour permettre une bonne lubrification des cylindres. Voilà. Donc on a plusieurs types d'essence. Bon, nous on utilise la 100 LL. Voilà. La sans plomb, elle est transparente, elle est blanche, elle est incolore. En fait, elle est légèrement jaune. Elle est jaunâtre parce que dedans, on met du benzène et le benzène, il est légère couleur dorée. Donc, il est légèrement jaunâtre, très très légèrement. Mais bon, c'est pas évident à voir, il faut regarder ça dans une éprouvette. Il est quasi incolore. Sinon, nous, on utilise de la 100 bleue. Les militaires utilisent la 130 qui est teintée en vert. 145, il n'y en a plus du tout, je crois que ça n'existe plus. L'UL 91, Unleaded 91, maintenant qui doit remplacer ça. Donc, vous avez maintenant une nouvelle essence qui apparaît. Alors, il y a du SP 98, hein. On utilise ça, donc c'est la même que les voitures. Et là, on a maintenant un truc qui s'appelle UL 91, Unleaded 91. Alors, 91 sans plomb, ça a la même performance que du 100 avec du plomb. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc, il y a de plus en plus d'avions qui, au lieu d'utiliser de l'essence avec du plomb, peuvent maintenant utiliser de l'essence sans plomb. Mais pas tous. Le nôtre, là, non, il ne peut pas. Le moteur est trop vieux. Il date de l'époque du plomb. Alors, les moteurs d'avion sont réglés pour fonctionner au diesel. Bon, ok. Donc, ça existe hein, maintenant. Mais bon, les moteurs diesel, ce n'est pas un grand succès dans l'aviation. On n'a pas eu un très grand succès. L'essence doit être absolument celle qui est prévue pour le moteur. C'est écrit dans le manuel de l'avion, c'est écrit dans le manuel constructeur du moteur, c'est dans la documentation de l'avion. Il n'est pas question de mettre n'importe quel type d'avion. D'ailleurs, c'est pareil pour votre voiture. Si vous avez une voiture à essence et que vous mettez du gasoil dedans, ça ne va pas marcher très bien. C'est presque la même chose pour un avion, c'est juste un tout petit peu plus subtil. Si le moteur est prévu pour de l'essence 100 LL, donc de l'essence au plomb, il n'est pas question de mettre du SP98 dedans, ça ne fonctionnera pas. Il y aura des dégâts. Il y aura des problèmes. Il va finir par coincer. Il va s'encresser, il va éventuellement avoir de l'auto-allumage, etc. Lorsque la température d'admission augmente, la puissance diminue. Quand il fait chaud, la puissance du moteur diminue. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'essence s'évapore et ne brûle pas. Donc, vous avez puis aussi parce que la densité de l'atmosphère diminue et donc la quantité d'oxygène diminue. Donc, s'il fait 30 degrés,
30 degrés au sol, mon moteur va avoir, eh bien, l'atmosphère standard étant à 15, ça fait 15 de différence, mon moteur va avoir 2,5 à 3% de puissance en moins. À température constante, l'augmentation de l'humidité de l'air aussi diminue la puissance. Plus il fait humide, moins ça marche. Avec l'altitude, la densité de l'air et la pression diminuent. Donc la puissance moteur diminue. Donc il faut diminuer la quantité d'essence qui se trouve dedans. Il faut diminuer l'admission de carburant ou utiliser un compresseur déjà, voire des surcompresseurs, voire des turbocompresseurs. Alors, le moteur à piston va être géré et piloté avec un tachymètre qui va donner sa vitesse de rotation en tours minute. Plus je mets de gaz, plus je mets de carburant, plus je vais avoir de force sur les pistons, plus mon moteur va accélérer et va tourner vite. C'est exactement le principe de l'accélérateur sur la voiture. Vroom, vroom, vroom. Les oiseaux là au feu rouge qui n'ont rien d'autre à faire que de brûler de l'essence pour rien. Voilà, c'est pareil, je mets des gaz, hop, j'obtiens une puissance utile. On a vu qu'en dessous de 1300-1400 tours, j'ai zéro puissance disponible. À partir de 1500 tours, je commence à avoir de la puissance disponible. À vitesse de croisière. Au sol, dès que j'ai franchi 1000 tours, l'avion avance. Ça va très vite. Donc, je vais avoir une puissance utilisable, vous voyez ici, entre 2100 et 2700 tours, qui sont les puissances de croisière. Sur celui-ci, elles sont indiquées par une partie verte. À 2450 tours, déjà, on vous dit que c'est avec prudence, entre 2400 et 2550. Et après, entre 2550 et 2700, très grande prudence. C'est l'utilisation uniquement marginale, en montée ou à haute altitude. À 2700 tours, il est hors de question de dépasser cette vitesse. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je vais effacer. La vitesse de l'hélice dépasse la vitesse critique et surtout la vitesse interne de rotation des parties du moteur peut subir des dégâts. Donc le moteur est limité à 2700 tours. Vous avez ça sur les contours des voitures de vos parents, vous verrez qu'il y a aussi une zone rouge. Tous les moteurs ont une limitation en vitesse de rotation. Sauf qu'un moteur à essence de voiture, ça va être 6500, 7000 tours. Le diesel de mon camion, là, il est limité à 4006 ou un truc comme ça, 4006 ou 4800 tours. Le diesel tourne beaucoup plus lentement. Voilà. Donc, vous avez une limitation ici. Vous avez un certain nombre d'autres paramètres à surveiller très importants. C'est la pression d'huile. Fuel pressure. En effet, pour que le moteur tourne, il faut qu'il soit lubrifié. Pour être lubrifié, il faut envoyer de l'huile à l'intérieur du moteur. Et donc, il y a une pompe à huile qui doit envoyer de l'huile en permanence dans le carter. S'il n'y a plus de pression d'huile, ça veut dire que votre moteur a une durée de vie comprise entre 1 minute et 1 minute 30. 1 minute 30. Si en vol, poum, plus de pression d'huile, ça veut dire que dans 1 minute 30, le moteur s'arrête. Il est cassé. Il casse, purement. Il grippe, il se bloque. Voilà. Donc, ça, c'est le machin voilà, critique. On considère que c'est 90 secondes. Bon, ça peut être 2 minutes ou 2 minutes 30, mais ça ne changera pas grand-chose à la situation. La situation est absolument critique. Là, vous êtes en train de perdre le moteur. Donc, il va s'arrêter. Et d'ailleurs, s'il tourne encore, là, le truc à faire absolument, c'est on l'arrête. On le met au ralenti. Voire même, on coupe tout. Et on cherche un champ. On va se poser. Voilà. Deuxième élément, la température d'huile. Oil temperature. En dessous d'une certaine température, la lubrification n'est pas correcte. L'huile est trop visqueuse. Donc, elle va mal lubrifier le moteur. Au-dessus d'une certaine température, il y a un problème. Il n'y a pas assez de refroidissement, le moteur est en surchauffe. La bonne température est dans l'arc vert, comme toujours. Si la température devient trop élevée, il faut réduire le régime, ralentir. Parce que le moteur n'est pas assez refroidi. Soit il fait trop chaud dehors, ça nous est arrivé une fois, je me souviens d'une journée de remorquage de planeur, on avait 44 degrés au sol et les moteurs ne sortaient pas de la zone rouge. On était obligé de s'arrêter, arrêter 10-15 minutes, d'attendre que les moteurs refroidissent avant de pouvoir repartir,
faire un tour, 2 tours, et hop, il fallait de nouveau s'arrêter pendant 10 minutes, un quart d'heure pour laisser refroidir les moteurs. Il faisait tellement chaud ce jour-là, une canicule d'enfer. Je ne sais plus quand c'était. Je me souviens plus, c'était pas... si, c'était pas 2021, là, où on avait eu une semaine avec des températures mais monumentales. Il faisait plus de 40 degrés tous les jours. Et donc, on s'était retrouvé avec des températures tellement élevées que les moteurs étaient en danger. On était en danger. Voilà. Après, on va gérer la puissance avec le débit carburant, pression d'avisement ou fuel flow. Bon, ça, c'est pas... vous n'aurez pas de questions là-dessus, obéir. Voilà. Dernier point, EGT. Ici, vous avez un... Où est-ce qu'il est? Ah ben non, on l'a pas. Bon, ça, c'est les jauges de carburant, fuel quantity. Là, c'est un avion sur lequel il y a 2 réservoirs, un réservoir à gauche et un réservoir à droite. Donc, vous avez des jauges qui vous disent combien il reste d'essence. Bon, là, lui, il est mal barré, parce qu'il n'y a rien à gauche et pas grand-chose à droite. Donc, bon, ceci étant, à mon avis, il n'est pas vraiment en danger, parce qu'avec un moteur à 0, ça veut dire qu'il est arrêté et qu'il est dans le hangar. Mais il a intérêt à refaire les plats avant de partir, parce que sinon il va y avoir des soucis. Alors, on a ici un truc qui s'appelle EGT, Exhaust Gas Temperature, dont vous allez entendre parler. Là, ici, j'ai une sonde, j'ai un capteur de température qui va me dire quelle est la température des gaz d'échappement. Alors, quel intérêt ça a de mesurer la température des gaz d'échappement? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on comprime le gaz quand il prend feu. Ici, la température atteinte par la combustion, c'est environ entre 700 et 750, 800 degrés. Sauf que, quand il va se dilater, il va déjà tomber à environ 400, 430 degrés. Une partie de la chaleur va être transmise aux parois. Voilà pourquoi il y a des ailettes de refroidissement. Va être transmise aux pistons. Voilà pourquoi il y a des ailettes de refroidissement sur le carter. Et donc, les gaz vont sortir ici à environ entre 300 et 350 degrés. À la sortie du cylindre. Évidemment, derrière, ils vont se dilater dans le pot d'échappement et la température va baisser. Mais on va prendre la température ici. Si j'ai trop d'essence, si mon mélange est trop riche, ici dans mon mélange air-essence, que se passe-t-il lors de la combustion? Eh bien, une bonne partie de l'essence ne va pas brûler parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Elle ne brûle pas. Elle ne brûle pas, donc elle ne produit pas de chaleur. Et pire que ça, elle absorbe de la chaleur parce qu'elle s'évapore, cette essence. Le résultat, c'est qu'ici, la température des gaz est moins élevée que ce qui se passerait lorsque la combustion est correcte. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir... Et si, évidemment, le mélange est parfait, j'ai un mélange parfait, ben là, j'ai une combustion parfaite et j'ai donc une température exactement à la bon niveau, c'est-à-dire 400 degrés, 380 degrés. Si j'ai trop d'essence, la température va être plus basse. Si je n'ai pas assez d'essence, on va avoir ce qu'on appelle un mélange trop pauvre et je risque d'avoir une température même un petit peu au-dessus des 400 degrés, ce qui veut dire que je n'ai pas assez d'essence dans mon mélange. Et donc, grâce à ça, à l'EGT, je vais pouvoir régler la quantité d'essence que je mets dans le mélange pour pouvoir avoir la bonne quantité correspondant à la quantité d'oxygène. Voilà. Alors, les moteurs à piston, c'est quoi? C'est de 60 chevaux. C'est même moins que ça, hein. Il y a des moteurs à 30-35 chevaux. Il faut savoir que Blériot a traversé la Manche avec un moteur Anzani sur son Blériot 11, qui était un moteur de... Alors, non, ce Blériot 9 faisait 35 chevaux et lui, il a traversé la Manche avec un moteur qui faisait 45 chevaux. Bon, il était seul à bord dans un machin qui était en bois, en toile et en corde à piano. Donc, évidemment, je ne pourrais même pas atteindre la vitesse nécessaire sur le Piper qui est là. Lui, il a 180 chevaux. On a atteint jusqu'à 3000 chevaux avec les moteurs à piston. Non, c'est le frigo qui est là, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a atteint 3000 chevaux avec les Wright Cyclone sur les B-29, sur les bombardiers B-29. On a, grâce à des moteurs, donc le Allison de 1850 chevaux sur les Mustang, sur les P51 Mustang, sur les Spitfire, ou les moteurs BMW D601, des Messerschmitt, on avait des vitesses de 600, 650, 700 km/h, avec des moteurs à piston. Okay. Ça a été l'aviation, c'est l'aviation de tourisme aujourd'hui.
dans le passé, c'était les avions de combat et les avions de ligne. Évidemment, on a un certain nombre de problèmes que pose le moteur à piston. Le premier problème, numéro 1, c'est ce qu'on appelle le souffle hélicoïdal. J'ai mon hélice qui tourne. L'hélice va créer une traction, mais évidemment, cette traction, cette dépression va provoquer un flux d'air derrière elle. Le flux d'air, il n'est pas en ligne droite. Il est en fait en tire-bouchon. L'hélice tourne dans ce sens. J'ai donc un flux d'air hélicoïdal qui va passer sous l'avion et qui va appuyer sur la queue. L'hélice a tendance à entraîner l'avion en lacet du côté de la pale montante. La pale montante, l'hélice tourne dans ce sens. La pale montante est à gauche. Ça veut dire que le flux hélicoïdal va passer sous l'avion, va appuyer sur la queue et va lui faire mettre le nez à gauche, du côté de la pale montante. Résultat, dès que je mets de la puissance en avion, il faut immédiatement que je mette du pied sur les palonniers. On a vu les commandes. Les palonniers commandent la gouverne de direction. La gouverne de direction va me permettre, justement, je vais mettre du pied à droite, autrement dit, gouverne de direction à droite, et je vais compenser le souffle hélicoïdal de l'hélice. Si je ne le fais pas, je suis sur la piste, je mets le moteur à fond et l'avion, boum, il va direct dans l'herbe. Il sort de la piste. Donc il faut tenir compte de cet effet secondaire. Le couple de renversement, ça c'est un autre effet. Comme j'ai un moteur qui tourne comme ça, eh bien j'ai tendance à avoir l'avion qui fait l'inverse de ce que fait le moteur. Dès que vous avez un couple sur un objet, vous avez le contre-couple. C'est pareil sur l'hélico. J'ai un rotor qui tourne comme ça, automatiquement j'ai mon hélicoptère qui va tenter de faire le contraire de ce que fait le rotor. Voilà pourquoi il y a un rotor anti-couple à l'arrière pour qu'effectivement il reste droit. L'avion a tendance à partir en roulis dans le sens opposé. Donc, quand le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vu du pilote, eh bien j'ai un avion qui va chercher en permanence à embarquer à gauche. Le couple gyroscopique, alors ça, vous oubliez, parce que sauf au PPL, on ne vous posera jamais la question. Toutes les masses en rotation, on verra ça quand on fera les instruments, parce qu'un gyroscope, j'en ai un ici, là. J'en ai un magnifique, là, d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Pourquoi je n'ai plus mon gyro? Où il est passé? Bah, il me l'a chouré? Non. Où il est, le gyroscope? Bon, ben, c'est super. Bon, c'est pas grave, on le retrouvera. Il a dû être rangé quelque part. Donc, un couple gyroscopique, tout ce qui tourne, si vous déplacez, modifiez la direction de quelque chose qui tourne, il y a forcément une force opposée qui se produit. Donc, vous avez un mouvement parasite. Quand un avion a un moteur qui tourne dans ce sens-là, si je tire sur le manche, j'ai un mouvement à droite. Si je pousse sur le manche, et donc que j'ai un objet qui tourne dans ce sens-là, que je change sa direction, je vais avoir un mouvement à gauche. Voilà. Donc, action à piquer, déviation à gauche, action à cabrer, déviation à droite. Voilà. Alors, il y a un truc mnémotechnique que je vous apprendrai, qui est ça. Si la rotation se fait sur cet axe-là, que le mouvement se fait par là, la déviation se fait par là. Sinon, on ne s'en rappelle jamais. Ça, c'est impossible à mémoriser. Et l'astuce, c'est ça. Et de même, si la rotation se fait là, je décide de lever, je pars à droite. Okay. Mais ça, c'est les problèmes qu'entraîne l'hélice. L'hélice, avec son mouvement, va engendrer 3 effets pervers sur la situation de l'aéronef. Alors, on va aller assez vite. Je crains que je ne pourrai pas faire le tour de tous les autres types de moteurs. Voilà. Le deuxième type de moteur, le turboréacteur. Alors, assez vite, on a développé ça. Les premiers essais sur les turboréacteurs, sur les réacteurs, ont commencé dès le milieu des années 30. Évidemment, ils n'ont pas servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, sauf à la toute fin. Il y a eu 2 avions à réaction qui ont été engagés dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Messerschmitt ME 262 par les Allemands, qui était une assez grande réussite,
Le problème, c'est qu'il pour les Allemands, c'est que, heureusement pour nous, il est arrivé qu'en petit nombre et dans les derniers mois de la guerre, donc il n'a pas eu le temps de faire de gros dégâts. Et le deuxième est un avion anglais. C'est pas le Gloster Meteor, mais son nom va me revenir. Qui lui a volé déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, mais le projet a été mis au frigo pendant toute la durée de la guerre, parce qu'il fallait répondre vite, et donc on a répondu vite avec un avion qui s'appelait Spitfire. Alors quand on a un gaz sous pression, dans une enveloppe, cas du ballon de baudruche, si je permets un écoulement de ce gaz, l'écoulement de ce gaz va engendrer une force de réaction opposée au sens de l'écoulement. C'est ce qu'on appelle la force de réaction à un écoulement. D'où réacteur, avion à réaction. Donc, s'il s'agissait juste de gonfler un ballon et puis de se servir de ça pour avancer, on n'aurait pas fabriqué beaucoup d'avions avec. Parce qu'il aurait fallu des ballons colossaux. Donc, je n'ai pas assez de volume. Donc, il y a un moyen. Alors, le surpoids de pression se transforme en vitesse. Dès qu'il y a pression, la pression devient la vitesse. La vitesse, il y a le principe de Bernoulli qui dit que la différence de pression est égale à la densité du fluide multipliée par vitesse au carré divisé par 2. Ça, c'est la force. Donc, plus la vitesse est élevée, et plus la densité du gaz, c'est-à-dire la masse éjectée, est élevée, plus j'obtiens une pression supplémentaire. Donc la masse d'air expulsée avec une vitesse V crée une force que l'on appelle la force de réaction. Alors, la poussée donnée par le théorème d'Euler, on s'en fout, on ne vous le demandera pas, ça. La poussée brute, en Newton, donc c'est une force que l'on obtient, est proportionnelle à la densité et à la vitesse. Débit de l'air, donc la masse totale, en kilogrammes par seconde, donc c'est masse par temps, et la vitesse de l'air. Alors, comment on va faire? Eh bien, il faut donc que j'ai des grandes quantités de gaz sous pression. Et comme j'ai des grandes quantités de gaz sous pression, je vais obtenir une vitesse d'éjection. Et c'est cette vitesse d'éjection que je recherche parce qu'elle va me donner une force de réaction. Le bon moyen pour avoir des gaz en grande quantité à forte vitesse, eh ben, c'est d'avoir du gaz chaud. Donc, je vais le chauffer. Comment? En brûlant un carburant. Au lieu d'utiliser une force mécanique dans un piston, je vais simplement brûler ce gaz qui ne va pas atteindre là les 700 degrés, 750 degrés dans un moteur à piston, mais il va atteindre entre 1200 et 1400 degrés, c'est dans la chambre de combustion. Je vais donc obtenir une grande quantité de gaz, très chaud, donc une très forte pression, donc une très grande vitesse d'éjection. Sauf que pour atteindre ces températures-là et ces pressions-là, il me faut des grandes quantités d'air et des grandes quantités de carburant par conséquent. Donc, je vais les prélever dans l'air grâce à un système de compression qui va m'amener la grande quantité d'air dont j'ai besoin. Donc, voilà le principe du turboréacteur. Je prends l'air extérieur que je vais même aspirer. Je vais mettre un gros aspirateur ici. Gros aspirateur suivi, étage dit basse pression, d'un certain nombre d'étages de compression pour gaver en quantité d'air une chambre de combustion. Alors l'air ici qui est à température extérieure, quand il va arriver ici, il est déjà tellement comprimé qu'il atteint déjà pratiquement 400 degrés à l'entrée de la chambre de combustion. Je parle sur les moteurs militaires. Sur les moteurs civils, c'est un peu inférieur, mais grosso modo 400 degrés. Cet air à 400 degrés, comme il est à 400 degrés, il suffit que j'injecte le carburant dedans, qui sera du kérosène, et je n'ai même pas besoin de mettre une bougie, de faire une étincelle. À 400 degrés, il s'enflamme instantanément. La combustion est spontanée, provoquant évidemment la sortie ici de gaz qui ne sont plus à 400, mais à 1400 degrés. Et ces gaz, eh bien, je vais les utiliser pour faire tourner une turbine.
je vais utiliser une partie de l'énergie du gaz pour faire tourner une turbine, laquelle turbine va me fournir l'énergie qui alimente le compresseur. Mais heureusement, je n'en utilise qu'une toute petite partie de cette énergie parce que le gros de l'énergie, il est encore là, c'est le flux d'air très chaud, très rapide qui va s'éjecter par la tuyère. OK ? Voilà. La poussée résulte de la masse de gaz expulsée et de la différence de vitesse entre l'entrée et la sortie. Alors, l'entrée d'air, l'air est ralenti et sa pression et sa température augmentent. Compresseur, l'air est encore comprimé et monte en température, atteint 400 degrés. Le compresseur est divisé éventuellement en plusieurs étages. La chambre de combustion, l'injection du carburant, la combustion, elle est spontanée. Derrière, quantité très importante de gaz. La turbine récupère une partie de l'énergie et fait tourner le compresseur. La tuyère éjecte le résultat. L'entrée d'air, la vitesse d'air descend, la pression augmente, la température augmente. Voilà. Tout ça, c'est la même chose. Roue constituée d'aube ou d'ailettes. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, on a ici la turbine. Évidemment, quand les gaz sont à 1400 degrés, on n'a aucun matériau qui résiste à ça. Alors aujourd'hui, les ailettes, par exemple ici, les ailettes de cette turbine, la partie compresseur, c'est de l'acier. Mais on a maintenant de plus en plus d'ailettes qui sont en composite, parce qu'elles sont plus légères, elles sont plus résistantes. Ici, on n'est plus sur des composites, on est maintenant sur des céramiques. Et en plus, elles sont creuses, et on injecte dedans de l'air qui tapisse l'ailette, ce qui fait que l'ailette ici de la turbine n'est même pas en contact avec le gaz. Il y a une couche d'air froid entre l'ailette et le gaz qui la pousse, de façon à ce qu'elle puisse résister à ces températures-là. Voilà. La turbine, donc, va fonctionner de la même manière que le compresseur. Elle prend de l'énergie au gaz, la pression diminue, mais la tuyère, elle va générer l'éjection, donc avec une pression de gaz qui diminue, une vitesse des gaz qui augmente, et c'est ça qui donne la poussée. Alors, on a amélioré un peu le système, parce qu'en fait, se contenter d'éjecter les gaz ne fournissait pas une énergie très rentable. Il fallait brûler énormément de carburant pour obtenir seulement des poussées moyennes. Donc, leur rendement n'était pas très bon. Ça cramait beaucoup de pétrole, ça fumait très noir là derrière. C'était pas génial. Sur les avions militaires, on s'en fout. Il faut gagner la guerre. Donc, il faut s'en foutre de combien on crame pourvu qu'on aille le plus vite possible. Par contre, sur les avions civils, c'est un peu gênant. Si on pouvait réduire la consommation, ça serait bien. Alors, c'est ce qu'on a fait en récupérant un peu plus d'énergie, ici, que l'on transmet non seulement au compresseur, mais également à ce dispositif qu'on appelle une soufflante, prop fan. Et on va prendre beaucoup plus d'air que ce dont le moteur a besoin, en récupérant de l'air extérieur que l'on va canaliser et que l'on va souffler en même temps que l'air chaud. Donc on augmente, on ne change pas la vitesse, mais on augmente la masse de gaz expulsé. Donc comme on augmente la masse, on augmente la force, on augmente la réaction. Donc on améliore le rendement du moteur. Ça, c'est tous les moteurs des avions de ligne aujourd'hui. Tous. Ils fonctionnent tous avec un système à double corps. Le moteur lui-même, vous remarquerez qu'ils sont devenus très gros au niveau de leur diamètre par rapport à l'image d'un 707 des années 60 ou pas mal d'autres machines de cette époque-là. Aujourd'hui, les moteurs sont devenus 2 fois plus gros parce qu'autour, on a mis des soufflantes avec une canalisation de l'air. Ça a un autre avantage, c'est qu'ici, l'air chaud est emballé dans un flux d'air froid, il se mélange et ça fait beaucoup moins de bruit. Les avions des années 60 étaient très bruyants. Les avions militaires sont toujours très bruyants. Ils sont souvent à simple flux, alors que les avions civils le sont beaucoup moins. Turboréacteurs, on termine en 3 minutes sur les turboréacteurs et on finira les moteurs la prochaine fois, parce que là, il est déjà bientôt 6h30. Ça permet donc du coup de diminuer la consommation. Ça augmente de façon importante la poussée, avec très peu de fret. Donc, c'est les grands fans des réacteurs civils. On augmente ce qu'on appelle le taux de dilution, donc la quantité de gaz éjecté par rapport à la quantité de gaz
d'air récupéré, voilà, avec des très grands taux de dilution, 15 pour 1. Donc 80% de la poussée vient des fans et 20% seulement de l'éjection des gaz. Après, on a les tuyères qui peuvent être convergentes ou divergentes. C'est ce que l'on va voir sur les dernières images. Voilà donc l'éclaté d'un turboréacteur. Vous avez ici un simple, ça c'est des réacteurs double corps. Donc vous avez le compresseur ici qui va comprimer l'air qui va rentrer dans la chambre de combustion. Voici la turbine qui va récupérer l'énergie de la combustion pour alimenter la soufflante et le compresseur. Et derrière se trouvera la tuyère. Et la soufflante autour va envoyer de l'air froid autour qui va venir générer 80% de la poussée. Voici un double flux aussi, mais celui-là c'est un civil, Pratt & Whitney. Ça c'est Safran, les moteurs Larzac qui sont sur l'Alpha Jet. Pareil, vous avez une soufflante ici, mais beaucoup plus petite que celle d'un moteur civil. C'est normal, l'avion est aussi beaucoup plus compact, il y a beaucoup moins de place. Voilà la soufflante qui permet de récupérer de l'air froid qui va passer autour. Voici le compresseur. La chambre de combustion est là, de part et d'autre, et les ailettes des compresseurs. La chambre de combustion. Voici les deux étages de la turbine. Et le flux d'air chaud sort ici. Voilà des vues des turboréacteurs aujourd'hui. Voilà une entrée d'air et le fan d'un Boeing 787, alias Dreamliner. Et voilà la sortie d'un moteur d'A380. Alors, on ne voit pas très bien, mais là, vous avez un cône qui permet en fait de canaliser le flux chaud. Le flux chaud, il passe par ça. Là. Ça, c'est la tuyère, avec le flux chaud qui sort du réacteur. Et tout autour, c'est le flux d'air froid qui vient du fan. Réacteur en nacelle. Voilà. Ça, c'est des réacteurs. Donc ça, c'est le cône d'écoulement. Là, la tuyère qui est crénelée pour permettre d'éviter des phénomènes de vibration. Et autour, le flux froid qui vient du propre fan. Voilà. Il reste assez d'oxygène. Alors, dans la tuyère, parfois, pour faire ce qu'on appelle de la post-combustion, mais ça, c'est les militaires, qui fournissent 20 à 30% de puissance en plus, mais de 100 à 500% de combustion en plus. Voilà les entrées d'air d'un Sukhoi Su-30. Et voilà une tuyère d'un avion militaire, c'est un Mirage 2000, avec les injecteurs de kérosène qui, eux, envoient du carburant dans le flux chaud de sortie du réacteur. Donc, je mets carrément du carburant à la sortie, ce qui fait que ce carburant, dans de l'air à 1000 degrés, s'enflamme instantanément et crée ce qu'on appelle la post-combustion, avec la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des tuyères vectorielles, c'est-à-dire qu'à la sortie du réacteur, je peux orienter le flux, ce qui permet de faire des virages à très très grande vitesse ou très grande inclinaison. Voilà. Le contrôle du fonctionnement, j'en parle pas. On génère des poussées qui vont de 500 kg à 30 tonnes. Alors, c'est même pas vrai parce que sur les Boeing 777 et 777, il y a des moteurs Rolls-Royce qui font 52 tonnes de poussée chacun. Un Boeing 777, il y a deux moteurs, 52 tonnes de chaque côté. Voilà. On regardera les statoréacteurs et pulsoréacteurs au prochain cours parce qu'il est 18h31. Donc, merci de votre attention, merci de votre présence, merci à tous ceux qui étaient en ligne. Je vais arrêter là l'enregistrement du cours et j'arrête l'enregistrement.